Salut Alexandre, Hello. salut Gilles, salut Yann et salut Marie-Kétel. Je suis ravie de vous accueillir ce midi sur ce live et on est aussi en compagnie de Mickaël Bourgeois qu'on va tenter de faire monter sur scène. Je vous explique juste après pourquoi. Donc je suis aujourd'hui en la présence accompagnée de Catel qui est chez nous client partner et du coup l'idée de cette review de campagne LGM c'est de pouvoir vous donner un maximum de clés sur comment vous allez aussi pouvoir optimiser vos campagnes. J'ai lancé un petit appel à candidature il y a quelques semaines et du coup, l'idée, c'était de récolter un maximum de campagnes LGM pour qu'on puisse après, derrière nous, sélectionner une campagne assez exhaustive et assez parlante pour qu'elle puisse être décryptée en live et vous donner un maximum d'infos et d'idées d'optimisation. Et du coup, c'est Mickaël Bourgeois de Scrapcast qui a été sélectionné. Et donc là, on est en parallèle en train de voir pour le faire monter sur scène. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'est inviter à participer. Je pense que Voilà. on va le faire. Les vrais aléas du direct. On a eu un Voilà. petit sur la fin pour faire monter Mickaël. Ne t'inquiète pas, tu arrives. Exactement. Et du coup, voilà, je laisse Catel peut-être se représenter rapidement, le temps que Mickaël nous rejoigne. Et après, rapidement, voilà, on va pouvoir commencer le décryptage de la campagne. C'est ça. Bon, en plus, c'est parfait. Ça laisse le temps au dernier participant d'arriver. Hello, Mickaël. Salut, Mickaël. Voilà. Donc, je suis du coup Catel, client partner chez La Grosse Machine. Ça va bientôt faire 2 ans maintenant. Donc, l'intérêt de ce live aujourd'hui, c'est qu'on voit passer pas mal de campagnes et une partie en fait du boulot des client partners, c'est d'accompagner justement sur l'amélioration des campagnes. Donc, faire des retours un peu avec tout ce qu'on voit. Et l'idée, c'est de faire ça aujourd'hui en direct avec vous tous et avec Mickaël, qui s'est prêté au jeu et qui avait une campagne qu'on pouvait améliorer, qui était intéressante pour plein de raisons. Il y avait des choses bien faites, des choses à améliorer. Donc, on va pouvoir faire ça. Et on espère que Mickaël va réussir à se concentrer aujourd'hui parce que j'ai cru comprendre qu'il n'était pas tout seul. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais couper le micro souvent, en tout cas quand je ne parlerai pas, parce que j'ai mon petit avec moi, la nounou étant en arrêt. Je garde le petit aujourd'hui. Voilà, team parents, Ouais. savent. C'est ça. Ok. Peut-être effectivement, Mickaël, toi aussi, tu peux juste te présenter 2 minutes et un peu ce que fait Scrapcast. Comme ça, après, les gens, c'est plus facile pour expliquer ensuite sur la campagne. Yes, alors je suis freelance product builder et j'ai aussi une casquette solopreneur. Donc, j'avais monté un premier produit orienté podcast en 2021 qui s'appelle wheelofpodcast.fr, qui est une marketplace de mise en relation entre podcasteurs et prestataires de services dans le domaine. Et de là, on a découlé quelques idées, dont Scribecast, qui est un SaaS qui permet de créer des contenus à partir d'audio de podcast, mais aussi de vidéos. Donc des contenus type transcription, résumé, mais on verra ça aussi plus tard si vous voulez. C'est pas l'objet du jour. Ça permet de créer des contenus texte en général. Voilà. Okay. C'est ça, mais comme ça, on a une idée un petit peu du milieu dans lequel tu évolues et de l'objectif de ta campagne. Ok, je vais partager mon écran. Et si tu veux bien, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as créé cette campagne? Qu'est-ce que tu voulais faire? Qu'est-ce que tu voulais obtenir? Qui tu voulais contacter? Comme ça, on a une idée plus générale. Alors, ce que je voulais faire, c'était réactiver ma prospection que j'avais délaissée depuis un petit moment. Je l'avais faite il y a quelques temps et je l'avais délaissée au profit de feedback utilisateurs que j'avais déjà dans Scriptcast. Donc là, maintenant, le but, c'est de grossir mes utilisateurs, en tout cas ma quantité d'utilisateurs. Et pour ça, j'ai fait une campagne dans le but de faire des sign-up et des démos dans le but de convertir. Ok. Donc, obtenir un one-to-one. Vraiment, on est sur de la prise de rendez-vous. C'était bien ça. C'est ça. Ok. Donc, cette campagne-là, tu l'as déjà lancée, hein, a priori. Donc, on l'a mise en pause pour pouvoir faire un peu les analyses. Et puis, c'est pas mal parce que du coup, on a un petit peu de stats. Hein, on part pas d'une campagne vraiment brouillon. Donc, c'est encore plus intéressant. Donc, la première chose qu'on peut regarder dans les stats, hein, en général, on commence par là si la campagne a déjà été lancée, c'est de voir un peu quel est le taux de contactés, le taux de réponse. Donc, ici, on est sur un taux de réponse à 25% quasiment, ce qui est quand même plutôt honnête. Mais ce qui est intéressant, comme tu as une campagne
multi-channel, c'est d'aller voir en fait au niveau des stats par channel, là où ça réagit et un peu ton taux d'acceptation, surtout comme c'est une campagne LinkedIn First. Donc là, tu as un bon taux d'acceptation, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu as bien ciblé, que les gens ont de bonnes raisons de t'accepter. Et un taux de réponse aussi plutôt correct. Par contre, sur email, a priori, il n'y a rien encore. Donc, est-ce que les gens, du coup, sont plus actifs sur LinkedIn? C'est déjà première chose qu'on peut faire, c'est... ah oui, on a un petit sondage en direct, pardon. Effectivement, on n'a pas précisé, mais l'idée, c'est que Héloïse va vous poser 2-3 questions si vous voulez un peu participer, voir si c'est des sujets intéressants. Et surtout, n'hésitez pas à poser vous-même vos questions. Hein. Il y a un onglet questions, un onglet chat pour ça. Voilà. Tac. Donc voilà, c'est un premier truc qu'on peut prendre hein, déjà de ça, c'est que un peu plus réactif sur LinkedIn. Donc, de manière générale, ce sera plus intéressant d'être sur des campagnes LinkedIn First pour toi, clairement. Très bien. Donc, ça, c'est la première chose. Et en termes de cibles, du coup, qui sont un peu les leads que tu as voulu contacter là? Alors ici, ce sont des créateurs et des hôtes. On appelle ça des hôtes hein, dans le podcasting, donc des créateurs de podcasts. Ok. Et donc là, ta source de données, c'est quoi? C'est LinkedIn? Tu as des sources extérieures de participants? Comment ça se passe? C'est essentiellement, sur cette campagne, c'est 100% LinkedIn et j'ai fait une recherche LinkedIn basique et j'ai pas utilisé pour le coup SalesNav. Ok. D'accord, parce qu'effectivement, il y a des petites choses intéressantes à faire. Pour ceux qui voudraient un peu approfondir sur SalesNav, vous verrez sur le site, on a quelques éléments, notamment pour éviter un peu ceux qui ont déjà fait des recherches. Vous avez dû voir, c'est souvent un peu vague où on trouve des résultats un peu surprenants, 4e, 5e page. Donc, il y a vraiment pas mal de petits tips. Commencer au niveau du compte. Et pour Mickaël, où les podcasts, c'est un peu particulier, effectivement, les mots-clés simplement sur du basique, ça peut être un peu limitant. On s'en rend compte assez vite parce qu'on n'a pas forcément une entreprise associée, on n'a pas une taille, on n'a pas de langue. Donc, les mots-clés, ça permet de détecter vraiment peut-être une intention et une mention. Mais si on commence aussi plutôt au niveau des comptes, par exemple, pour identifier les gens qui font des podcasts dans le cadre business et pas forcément des hosts qui sont des créateurs de contenu à part entière, ça permet aussi de différencier ces cibles-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler un petit peu aussi au niveau de la segmentation. Mais là, c'est bien parce que du coup, Mickaël, tu as commencé avec 50 leads quand même assez précis, tous francophones. Donc voilà, il y a de quoi quand même être assez quali pour commencer. Ok, alors on va aller voir maintenant la campagne elle-même. Surtout, hein, n'hésitez pas si vous avez s'il y a des questions, Héloïse, déjà sur la segmentation un petit peu ou pas forcément. Pour l'instant, non. Très bien. En tout cas, en termes de sondage, on est en effet à 78% des personnes qui partagent l'objectif de la prise de rendez-vous. Ok. Donc, c'est hyper intéressant. N'hésitez pas aussi à nous dire, vous, l'angle ou l'approche que vous avez pour atteindre cet objectif. Et au fur et à mesure, on va vraiment aller étape par étape, workflow, copywriting, etc. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions au fur et à mesure. C'est ça. Ok, donc on est parti sur une campagne LinkedIn First qui commence par une visite. Première petite touch visite, parce que vous savez, ça génère une notification de visite de profil, donc ça fait une première soft touch. Deuxième étape, demande d'ajout. Donc là, Mickaël, petite question, t'as pas forcément mis de note d'ajout. Il y a une raison pour laquelle tu n'en as pas mise. Comment? Ouais, tout à fait. Pour cette campagne, j'avais décidé de ne pas en mettre parce que je voulais élargir aussi les gens qui n'étaient peut-être pas forcément touchés aujourd'hui par la question de l'automatisation de la création de contenu. Et donc, c'est en ce sens où je me suis dit, désolé, il vaut mieux peut-être pas les laisser filer. Et donc, j'ai pas mis de notes. Mais dans une autre campagne, je l'ai mis. Ok. Parce que là, effectivement, je posais la question à Mickaël parce que la note, c'est toujours un vrai sujet. Est-ce qu'il faut mettre une note? Est-ce qu'il ne faut pas en mettre une? Et nous, on a fait des tests sur quand on met une note ou quand on ne met pas avec Third Voice, hein, qui est une marketplace pour trouver des prestataires. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, quand tu ne mets pas de note, tu as un meilleur taux d'acceptation. Et on l'a vu hein, dans la campagne de Mickaël, le taux d'acceptation est plutôt bon. Par contre, ce que nous, on a vu, c'est que derrière, le taux de conversion, c'est-à-dire le taux de call booké, était supérieur quand il y avait une note. On était à 7% de call qualifiés après une note d'ajout, alors qu'on n'était qu'à 3% de call qualifiés quand il n'y avait pas de note. Donc, vraiment, la reco, après ce test-là, c'est de bien mettre une note et une note un peu aussi précise. Hein. On ne parle pas d'une note un peu vague, du genre on a les mêmes intérêts, etc. Non, en disant, on propose ça, on peut faire ça.
continuons la conversation. Et du coup, là, tu vois, Michael, sur cet objectif d'étendre ton réseau, hein, d'élargir un petit peu les choses, qui est le tien aussi, à ce moment-là, ça vaut le coup d'avoir une campagne dédiée à l'extension de ton réseau sur tout ce qui est podcast au sens très général, mais du coup, peut-être pas sur cette campagne-là où l'objectif, là, c'est la prise de rendez-vous. Tu vois, il faut vraiment avoir un objectif par campagne. Donc là, sur cette campagne, sur le rendez-vous, à ce moment-là, mettre une note est un peu plus droit au but, mais tu peux avoir à côté une campagne qui tourne en continu juste sur l'ajout ou l'extension de réseau avec cette fois-ci pas de note du tout et éventuellement un petit premier message juste de bienvenue, un lien vers le site et c'est tout, tu vois. Mais ça vaut le coup de différencier l'objectif, quitte, tu vois, après aller repiocher dans ces gens qui sont passés dans cette campagne d'extension de réseau global. Mais ça vaut le coup d'avoir vraiment deux campagnes distinctes. Mais du coup, tant mieux si tu as mis une note sur les suivantes. C'est effectivement vraiment ce qu'on recommande. Donc là, quand il n'y en a pas, vous avez juste à cocher pour le mettre. Alors, ensuite, après cette demande d'ajout, donc pendant 4 jours, la Growth Machine vérifie si la connexion a été acceptée ou pas. Quand la connexion a été acceptée, on va envoyer un premier message. Alors, tu as donc utilisé dans ton premier message. Alors, toute petite observation, il est d'usage dans LinkedIn de remercier quand on a accepté l'invitation. Donc ça, pensez-y, hein, le premier message, ça se fait, merci pour l'ajout, merci de m'avoir ouvert votre réseau, etc. Mais c'est une petite convenance, mais qui est importante quand même par rapport à de l'email ou à un autre mode de communication. Donc, tu poses une question qui est plutôt intéressante, effectivement, hein, puisque c'est vraiment ton pain point. Est-ce que tu as prévu ça pour pouvoir un peu décliner tes contenus? Là, du coup, pour revenir sur la note, cette question ouverte, je l'aurais plutôt mise en note, justement. Parce que c'est vraiment droit au but, c'est direct ta proposition de valeur et tout de suite, tu mets le doigt sur ce qui est assez pénible. Hein. Si des gens ont un tout petit peu fait de market ou un peu de créer de contenu dans ceux qui nous écoutent, Héloïse la première, je pense que quand tu fais quelque chose, tu le sais, le plus dur, c'est de l'exploiter derrière et plus c'est fait rapidement, plus efficace c'est que de devoir tout décliner à la main. Donc, c'est un vrai point que tu pourrais mettre directement dans ta note d'ajout au final et pas forcément d'attendre le premier message. Tu vois, tu pourrais utiliser ça. Voilà. Ensuite, ça t'intéresse que je te montre, Michael, avec la petite preuve sociale. Ok, voilà. Donc, un petit peu plus court, du coup, tu gardes ça pour la note et ça pour le premier message assez vocal. Pardon, pas vocal, assez loquace, je voulais dire, assez petit. C'est bon, tout va bien avec ton fils. Courage. Ok, du coup, sur le deuxième message, là, tu as envoyé un voice. Donc ça, très bonne pratique. Hein. C'est bien de l'avoir fait et c'est quelque chose qu'on recommande. On a des meilleurs taux de réponse quand on intègre des voices. Et en plus, on s'est fait la réflexion, tu vois, quand on en a rediscuté, c'est vrai, le voice aussi, tu es dans un milieu, le podcast, où effectivement l'audio, connaître la voix des gens et pouvoir échanger avec les gens, c'est des gens qui aiment bien parler, c'est important en fait. Donc c'est vraiment un plus dans ton cas pour créer une conversation. Donc très bonne pratique. La seule chose que, par contre, je m'étais notée, alors là, je peux pas vous le faire écouter en direct, mais par contre, c'est qu'il fait 40 secondes. C'est un peu long pour un voice. Nous, les recos, c'est plutôt 20-30 secondes. De la même manière qu'un vocal trop long, ça peut être dans la vraie vie un petit peu agaçant. Donc, 40, t'es vraiment limite. On est plutôt sur 20-30. Et par contre, ce qu'on s'était dit aussi, c'est que là, le problème de ce voice, c'est que tu détailles tout ce que fait Scribecast. Et ça, c'était un peu problématique parce que l'intérêt d'un voice, c'est plutôt de mettre Michael en avant, de mettre la personne de Michael d'un point de vue très humain. C'est pas forcément de refaire la proposition de valeur de ton produit. Ça, tu l'as fait dans la demande d'ajout, tu l'as fait dans ton premier message. Donc le voice, il n'a pas forcément cette vocation-là. Je ne sais pas si dans ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont déjà testé les voice et ce que vous avez mis dedans. En tout cas, nous, si vous avez des retours sur ce que vous avez mis dans vos voice, c'est intéressant. Mais nous, vraiment, pour le moment, en tout cas, en termes de best practice, c'est plutôt le côté humain et le côté hello, c'est Michael, dis-moi ce qu'il en est, et pas forcément reprendre les points. Voilà. Et enfin, une fois que le voice a été envoyé, on vérifie au bout de 7 jours si on n'a pas eu de réponse et on envoie un dernier message si, par exemple, on n'a pas trouvé d'email. Ok, donc sur ce dernier message, c'est un dernier message assez long.
Alors, le bon point, c'est que tu as une vision très claire de ta proposition de valeur. Ça, c'est top parce que tu as vraiment plein d'arguments à pouvoir mettre en avant et plein de choses que tu peux mettre en avant. Le sujet, par contre, c'est que c'est peut-être pas pour le dernier message le plus intéressant. D'ailleurs, tu le précises, hein, c'est ce que tu as mis dans ton vocal. Donc, bon, ça souligne ce que je disais juste avant. Si tu mets exactement la même chose entre ton vocal et ton dernier message, quel est l'intérêt pour le prospect à la fin entre les deux messages? Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a appris de plus entre les deux messages? Pas grand-chose. Le but, c'est vraiment de lui donner quelque chose d'intéressant à chaque fois. Donc, cette proposition de valeur-là, avec les points clés, tu pourrais la raccourcir, en choisir vraiment 3 principaux. Et à ce moment-là, rajouter un petit message de relance en mettant ces 3 points-là. Et seulement après, pour ton dernier message, on appelle ça le message de break-up, le message de rupture, parce que comme dans la vraie vie, quand c'est fini, on va savoir pourquoi. Voilà. Et du coup, ce serait plus intéressant sur un dernier message, au lieu de souligner encore une fois ta proposition de valeur, même si elle est hyper bien structurée, de poser une question peut-être un peu plus ouverte. Est-ce que le timing n'est pas bon pour toi? Est-ce qu'un outil comme celui-là ne t'intéresse pas? Est-ce que c'est pas le bon moment? Voilà, une question ouverte vraiment sur le dernier message, souvent c'est plus intéressant. Notamment aussi parce que là, en ce moment, le but pour toi, c'est d'étendre ton réseau, c'est d'ouvrir un peu les horizons. Et du coup, ces feedbacks-là aussi vont être utiles pour ça. Ça va t'aider à mieux comprendre le pourquoi du comment sur ces cibles-là. Est-ce qu'il y a des timings? Est-ce qu'il y a des choses comme ça à connaître, par exemple? Voilà, ça fait pas mal de choses déjà sur la branche email. Hein. C'est sûr. Sur ça. Mais du coup, c'est bien parce qu'en même temps, tu vois, il y a des choses qui sont bien faites. Tu as quand même bien structuré, tu as pris le temps de faire un voice et tu maîtrises quand même bien ce que tu dis. Maintenant, c'est vraiment juste l'amélioration des petits messages. Dernier petit point, du coup, si on a un email, par contre, l'intérêt du multi-channel. Héloïse, une petite question? Oui, exactement. On a une petite question de Gilbert qui demande est-ce qu'il y a une longueur de message conseillée sur LinkedIn? En termes de nombre de caractères, il n'y a rien d'obligatoire, mais effectivement, LinkedIn, c'est une plateforme qui est un peu plus conversationnelle, en fait. Donc, c'est pas comme un email où on peut faire quelque chose d'assez long et structuré. Par exemple, ce genre de structure, ça pourrait être un peu plus email. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Michael a envoyé exactement le même mail. Donc non, c'est conversationnel, donc il faut être un peu plus droit au but. Quitte à envoyer peut-être un ou deux messages dans la foulée pour compléter, exactement comme dans une appli de chat. Parfois, on envoie en plusieurs fois. Mais il faut éviter que ce soit trop long. Voilà, on est quand même là plutôt pour avoir des échanges et pas là pour envoyer des newsletters. C'est pas forcément le lieu. Donc, un peu plus court en général, c'est mieux. Donc, si vous avez un doute, dans le doute, raccourcissez. Voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup. Et j'en profite juste pour répondre en live à Gilbert qui me demande ce qu'est le Playground parce que dans le chat, j'ai envoyé une petite ressource. C'est la communauté de LGM qui est vraiment dédiée aux sales, aux growth et aux recruteurs et qui permet de monter en compétences en échangeant sur les meilleures pratiques en outreach. Donc, quand aujourd'hui, elle est en français, demain, elle sera aussi bilingue. Quand tu cliques dans Playground en français, Catel, tac. Bien, vas-y, n'hésite pas. Ah oui, j'allais dire en fait, du coup, s'il y en a que sur les voice ça intéresse. Ouais, je l'ai déjà envoyé celui-là. Et si tu cliques dans Playground en français, je veux bien que tu cliques sur la catégorie, l'énorme bloc blanc en plein milieu de ton. Ouais, super. Et ben là, vous allez voir que vous avez des espaces de discussion, des événements comme celui-ci qu'on fait toutes les semaines. Enfin, des événements toutes les semaines, dont des formats comme celui-ci, des ressources, également un pool d'experts à votre dispo. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Playground. C'est voilà, une communauté pour monter en compétences sur ces sujets d'outreach. C'est ça. Et c'est gratuit. Même nous, client partner, allons y faire un tour régulièrement. Parce qu'il y a toujours des sujets plus ou moins poussés, plus ou moins. Enfin, voilà, il y a vraiment un peu tous les niveaux et toutes sortes de choses, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, et toutes les ressources d'ailleurs que la grosse machine produit sur la base de nos data clients en faisant des moyennes et des dashboards des meilleures pratiques sont aussi publiées là-bas. C'est ça. Et Héloïse se fera un plaisir de modérer vos messages. Oui, je suis community builder, donc celle qui suis en charge du Playground. Donc, on s'y retrouve juste après, sans souci, pour continuer aussi à débattre sur ces séquences.
Et donc, revenons à la séquence de Michael. Donc, c'était une bonne question de transition, effectivement, de format entre LinkedIn et email, enfin, le nombre de caractères dans LinkedIn. Par rapport à un email, justement, c'est un peu différent. Un email, c'est un petit peu plus long. Il faut pas que ce soit trop long quand même, mais on peut mettre plus de choses et l'aspect visuel est plus intéressant parce qu'on peut vraiment structurer avec des bullet points et des choses à mettre en avant, du gras, de la mise en page, ce qu'on peut un peu moins faire dans LinkedIn puisque c'est plutôt dédié à la conversation rapide qu'envoyer des choses structurées. Donc là, pour son dernier message email, Mickaël, toi, tu as choisi de reprendre en fait exactement ce que tu avais mis dans ton LinkedIn, c'est-à-dire tous les points de ce que peut faire Scribecast. Donc là, un peu la même observation. Tu as plus de place dans l'email pour mentionner les points intéressants de Scribecast, mais il y a plusieurs choses que tu pourrais faire pour un dernier email. Un, mentionner que tu l'as contacté sur LinkedIn en fait, parce que cet email, il arrive après 2 messages LinkedIn. Et en plus, il a accepté ta demande de connexion. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà un intérêt à minima de ton prospect pour la personne que tu es, pour le produit que tu as. Donc, il y a déjà eu un signal sur un minimum d'intérêt. Donc, tu peux lui dire ça dans l'email. On est rentré en connexion, mais tu n'as pas forcément répondu à mes messages ou je t'ai déjà contacté sur LinkedIn. Voilà, vraiment faire référence d'un canal à l'autre qu'on a déjà essayé de contacter, c'est très humain aussi. C'est ce qu'on fait dans la vraie vie. Bon, j'ai pas réussi à t'avoir par téléphone, je t'envoie un SMS. En fait, c'est ce qu'on fait aussi dans la vraie vie quand on n'arrive pas à avoir quelqu'un. Et ça aussi, ça donne une touche un petit peu plus contextualisée et humaine à l'échange. Et là, du coup, même petit point sur le fait de reprendre ta proposition de valeur. C'est peut-être pas le lieu sur le dernier email. Là, l'objectif de ton dernier email, c'est d'obtenir une réponse et peut-être plutôt un feedback que, encore une fois, de refaire un peu l'article de Scribecast. Donc, même observation, soit un petit email de plus avec les propositions clés, soit simplement un email de break-up, une rupture propre, bien faite. On envoie un message, on ne disparaît pas comme ça. On dit, voilà, écoute, question de timing sur LinkedIn, tu es peut-être très occupé. Est-ce que, enfin voilà, tu n'es pas la bonne personne, etc. Vraiment ces questions-là qui permettent d'avoir un retour. Un peu plus clair pour toi, du coup, sur cette première branche? Très clair, très clair. Et sur le côté personnalisation, moi j'avais mis du coup le fait que j'avais contacté sur LinkedIn directement dans l'objet, pas dans le mail, mais dans l'objet du mail. C'est ça. Effectivement. Et du coup, ça, c'est une bonne chose de le faire. Ça permet. C'est vrai que pardon, je suis allée un peu vite. Je rectifie. Vous voyez, il y a quand même du live. Hein, on fait pas tout en avance. Non, c'est vrai, tu l'as mis dans ton objet. Mais ce que je te conseillerais quand même aussi, c'est que sur l'objet, ça peut être une bonne raison d'ouvrir. Mais ça peut manquer un peu de contextualisation si jamais il a accepté et qu'il a oublié entre-temps parce qu'il se contacte une fois par semaine sur LinkedIn. Donc, ce sera peut-être un petit peu vague. Donc, ne pas hésiter à le rappeler quand même dans l'entrée et ajouter le nom de Scribecast peut-être dans l'objet. Mais effectivement, tu l'avais rappelé là. Je corrige. Mickaël avait pensé à le faire. Ok. Alors. Question. Oui. De Paul qui demande si on a un peu des datas et des recos sur le nombre optimal de relances. Et alors, il pose la question recos pour les relances via LinkedIn qui sont sans doute différentes par mail ou par voice. Est-ce qu'en gros, on a un peu des datas là-dessus? Je sais qu'il y a un thread sur Playground qui donne pas mal de datas sur les relances mail, mais j'ai pas forcément de data sur LinkedIn. Alors, non, nous, pas forcément non plus, dans le sens où LinkedIn peut être un petit peu différent de l'email parce qu'il y a ce côté très conversationnel. Donc, en fait, quand tu prévois d'envoyer 3 messages, tu peux ne pas envoyer un message par semaine. Ça peut être 3 messages, 3 bouts de messages en une journée, 2 jours pour faire vraiment très conversationnel. Donc, c'est pas forcément une question de... Donc, c'est un peu différent. Sur l'email, c'est plus facile à analyser aussi parce que, par exemple, on a des taux de clics et d'ouverture, tu vois, qui sont plus faciles à analyser qu'un simple taux d'acceptation LinkedIn. Nous, ce qu'on va plutôt monitorer en dehors du nombre de relances, ça va vraiment être plutôt en fait le taux d'acceptation parce que c'est ça qui va être le plus déterminant. Quand l'acceptation avec la note est faite, tu as beaucoup plus de chances de conclure une conversation et d'avoir un rendez-vous derrière. Et du coup, ça, c'est plus intéressant d'essayer de travailler là-dessus que de se dire j'envoie 3, 8, 10 messages. Surtout, donc voilà, c'est difficile d'avoir une reco exacte parce qu'en fait, sur LinkedIn aussi, en fonction de la cible, les gens sont plus ou moins réactifs. Donc,
Si la question c'est est-ce qu'il faut quelque chose de très court ou très long, je dirais plutôt que vous pouvez laisser le même nombre de messages, par exemple 3 relances, mais vous allez plutôt pouvoir adapter les délais. De vous dire, OK, j'ai l'impression qu'ils ne me répondent pas du tout, je vais essayer de tester à ce moment-là, pas forcément d'envoyer 10 messages, parce qu'en fait, il a peut-être juste pas vu les messages, mais de travailler sur le délai. De vous dire, au lieu d'attendre 3 jours entre chaque message LinkedIn, je vais attendre 5 jours, 6 jours. Voilà, donc à ce moment-là, de travailler plutôt sur les délais. Et nous, du coup, dans les campagnes là, qui proposent quand LinkedIn est intégré, le maximum qu'on a, je crois que c'est quand même 4-5 follow-up. Ouais, c'est ça, c'est 4 follow-up. Ok. Voilà, c'est le max qu'on a parce que, encore une fois, au-delà, soit c'est parce que vous imitez un aspect très conversationnel, donc 3-4 petits messages d'un coup sur la même chose, soit après, c'est une question de travail de délai. Ok. Voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question quand même. Oui, je pense que c'est bien entre les templates et également les datas qu'on a pu remonter sur le playground avec, je crois que c'est Brice, cofondateur de LGM, qui avait pris de mémoire, il avait pris les 10 000 dernières campagnes email qui avaient été faites sur nos clients, et il a sorti du coup les taux d'ouverture et les taux de clic au fur et à mesure des relances. Donc, hyper intéressant d'aller regarder ce thread, je vous l'ai mis dans le chat. Et on a une autre question, j'en profite juste, concernant les voice. Est-ce qu'on conseille de les utiliser plutôt en premier message, en relance? J'ai ma petite idée, je pourrais peut-être compléter ta réponse. Alors, normalement, du coup, avec ce que j'ai dit, parce que j'allais dire, Mickaël va nous donner la réponse, mais parce que c'est. Mais oui, non, en fait, Mickaël a eu raison de le mettre en deuxième et pas forcément en premier. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Sur un premier message, à moins que la personne soit déjà dans votre réseau, parce que parfois on travaille aussi avec des réseaux très étendus et on va piocher dans son réseau pour aller travailler. Et dans ces cas-là, un voice en premier sur quelqu'un qui est déjà connecté avec vous quand vous commencez la campagne, c'est cohérent parce que vous la connaissez déjà, c'est une petite relance, c'est un peu plus familier. En revanche, en premier message, sinon, ça peut être un tout petit peu brutal. Donc, on recommande plutôt en deuxième ou troisième et en relance un peu très humaine. Hello, c'est Mickaël, etc. Plutôt que, effectivement, ce que je disais, reparler du produit, redonner des infos qui sont en dehors. L'idée, voilà, de le faire vraiment de manière très humaine. Donc, ouais, plutôt deuxième, troisième message. Ouais, totalement. Je rejoins complètement cette reco. Et après, il faut être créatif aussi dans les voice. Ça peut être très bien pour un use case recrutement, par exemple, de dire écoute, merci pour l'acceptation. J'ai vu ton profil, mais je t'envoie plus d'infos sur l'offre juste après. Et cette ce touche-touche entre un voice avec juste après derrière un petit message qui envoie une offre ou un complément d'information ou de la valeur, ça marche bien. Et puis après, j'entendais aussi la dernière fois plus dans un use case où on est déjà connecté avec la personne, avoir un petit voice hyper spontané en disant salut Martin, je te contacte par rapport à tel projet dont on s'était déjà parlé ou à tel pain que je sais que tu as, je l'ai identifié, je pourrais avoir quelque chose. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi bien amené et de façon toujours très humaine. Il faut juste être un peu aussi créatif, tester des choses. Je pense que l'itération va être le plus gros learning. C'est ça. Et après, si vraiment vous ne savez pas où commencer, effectivement, on a produit il n'y a pas longtemps un petit contenu sur des idées, un peu de script de voice qui d'ailleurs sont sur Playground. Je n'avais pas vu qu'elles étaient là, mais voilà. Si vous ne savez vraiment pas où démarrer, vous pouvez toujours aller voir ça. Mais franchement, même hier, j'ai eu un truc, un client qui m'a épaté. Du coup, ça, je n'avais même pas eu le temps de t'en parler, Mickaël, mais pour faire un truc hyper humain, il commençait son message « Oh, pardon, j'ai fait tomber mon micro, oui, je voulais te dire que. » Et du coup, il y a un espèce de petit décalage où vraiment, et le message était court, et c'est vrai que je me suis dit, bien joué parce que ça sonne très humain. C'est un petit hack, on n'est pas obligé de faire semblant d'eux à chaque fois, mais néanmoins, ça donnait vraiment du coup cette impression que le vocal était hyper spécifique, et j'avais trouvé ça assez malin. Voilà. Donc, à adapter à votre cible, hein. Peut-être que si vous parlez à des notaires très sérieux, peut-être que oups là, j'ai fait tomber mon écouteur, ça passe moins bien. Mais néanmoins, ce genre de petite touche humaine, oui, ça peut vraiment tout changer pour obtenir une conversation. Voilà. D'autres questions sur les voice tant qu'on est dessus, ou c'est à peu près, c'est bon, ça vous a donné des... Non, c'est tout bon, et on me demande où est-ce qu'on peut retrouver le replay de cette session. Je vous laisse répondre à ma place. Bien évidemment, ce sera sur le Playground. Sur le Playground, et effectivement, vous allez pouvoir y accéder après.
Ok, donc deuxième branche à analyser sur la partie email. Donc en fait, si la demande n'est pas acceptée, c'est l'intérêt du multicanal aussi. On bascule sur l'email et c'est intéressant aussi parce que ça permet d'activer en fait 100% de vos leads quand vous les avez. Vous avez soigneusement travaillé sur la segmentation. Là, Mickaël, il y a 50 personnes qu'il a quand même sélectionnées avec soin. Le but, c'est de pouvoir en activer 100%. Donc, quand on change de channel comme ça permet de toucher plus de monde et in fine, une séquence multicanal, c'est en moyenne 30% de taux de réponse en plus par rapport à une séquence monocanal que LinkedIn ou que email. Donc, c'est vraiment intéressant de bien être sur les deux fronts. Donc, on vérifie qu'on a récupéré l'email pro et on t'envoie un premier email. Donc, bonjour. Je me demandais, donc là, petite question ouverte. Et ensuite, tu présentes Scribecast. Alors, sur ce premier email, l'objet est vraiment pas mal. Là, pour le coup, je le remarque, tu vois. Tu as mis un bel objet. Non, j'ai un truc pour toi et pour ton podcast. Au moins, tu sais directement de quoi tu vas lui parler. Tu lui dis que tu vas lui donner quelque chose. Donc, l'objet est vraiment pas mal pour un taux d'ouverture. Donc, c'est plutôt intéressant. En revanche, sur l'email, là, il faut quand même pas oublier de mentionner le nom de l'outil. J'ai créé un outil, donc ne pas oublier de mentionner Scribecast, tout simplement, peut-être. Et tu rassures en disant que voilà, tu as dans ta signature, il y aura ton visage, etc. Mais pareil, là, ce qui va peut-être manquer un petit peu, c'est de la même manière qu'on n'envoie pas un voice en premier. Là, tu as mis un lien de rendez-vous. Alors, le lien de rendez-vous, c'est toujours très pratique et on s'en sert de manière générale. Hein. Sur un premier message, en revanche, c'est peut-être un peu radical, voire même carrément déconseillé. En fait, je te dis ça aussi parce que peut-être que toi-même, tu as été prospecté et tu as peut-être déjà reçu des liens de Calendly. Et en premier, en fait, c'est un peu, allez, vas-y, je te balance mon calendrier. C'est pas forcément très humain. Donc, à ce moment-là, attendre un deuxième, troisième email, voire même attendre le début d'une conversation. Tu vois, je sais pas comment ça s'est passé là sur la prise de rendez-vous sur ce premier lien, Mickaël. Sur celui-ci, pas tant que ça finalement, donc ça prouve bien que ça ne marche pas. Si c'est mal placé, ben, ça se confirme. J'ai eu plus de rendez-vous sur les positions LinkedIn du premier flux. Ok. Bon, bah voilà. Clairement, je pense que... Mais c'est valable aussi, effectivement, pour LinkedIn, où justement, t'as pas mis ton lien Calendly. Hein. Éviter de le mettre dès le premier, deuxième message. Enfin, voilà, c'est... En fait, j'ai l'impression de parler d'une application de rencontre. Il y a des emails de rupture et là, j'allais dire pas le premier soir. Enfin, voilà, pardonnez-moi, mais pas dès le premier message. Vous m'arrêtez hein, si ça devient grave le pardon. Mais enfin, c'est un petit peu ça quand même. Il y a l'idée que voilà, avant d'obtenir un échange et de vraiment se rencontrer, voilà, il faut qu'ils te connaissent un petit peu, qu'ils soient rassurés, qu'il ait de bonnes raisons de te répondre. Donc effectivement, pas dès le premier message. Donc ça, on peut l'enlever de ton premier message. Ok. Et sinon, petite preuve sociale. Donc, ensuite, deuxième message. Comme je te disais dans les précédents, voici ce que tu peux faire avec Scribecast. Donc là, même observation. Du coup, tu as bien repris hein, tous les éléments hein, que tu as, qui est vraiment la proposition de valeur. Là, tu es en format email. Tu pourrais en choisir 3 principaux et peut-être décliner un peu. Mais là, ça fait une longue liste quand même à lire, même si sur l'email, on peut donner plus d'infos. Donc, structurer un peu plus en mettant en avant, pareil, 3, 4 gros trucs que tu veux vraiment qu'ils voient en premier, quitte après à détailler un peu. Et donc là, tu mets un lien vers Scribecast. Alors, du coup, là aussi, attention, il faut rajouter les liens. C'est un petit setup technique. Mais là, il faut bien penser à mettre... Là, tu as mis le Scribecast, en fait, .com, tout simplement. Sinon, il n'y a pas de lien vers lequel cliquer. Et c'est dommage parce qu'en plus, on les traque, ces clics. Donc, pour le moment, les personnes n'ont pas pu accéder directement à Scribecast en cliquant dessus. Et 2, toi, tu n'as rien à traquer. Alors, justement, quand tu as un clic, ça va être intéressant parce que tu vas voir un signal d'intérêt. Toi, ça peut te permettre de les recontacter plus vite. Par exemple, sur les séquences, quand on a des clics, ça fait partie des choses qu'on peut exploiter en fait dans les conditions. On peut vérifier, disons que est-ce qu'il a cliqué pendant 7 jours? Et ben là, tu peux essayer de lui envoyer un email, mais de ne pas attendre 7 jours en l'absence de réponse. Là, tu peux aller modifier en disant, quand il clique, en fait, moi, je veux directement aller vérifier et lui envoyer un message, quoi. Je veux que ce soit beaucoup plus rapide. Je ne veux pas attendre 7 jours avant de lui envoyer mon prochain email quand il a cliqué. OK ?
Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut exploiter. Donc d'autant plus important de bien mettre les liens pour ça. Voilà, et également sur l'aspect, quand on met un lien dans un email aussi, il peut y avoir un sujet de délivrabilité. Ça peut faire peur de mettre un lien, parce que une des recos, c'est d'éviter de mettre des liens dans les emails. Ça dépend un peu de la réputation de domaine que vous avez à la base. Dans mes souvenirs, Mickaël, toi, comme ton produit est assez récent et que tu as eu l'occasion de travailler un peu avant là-dedans, tu avais une réputation de domaine qui était plutôt bonne, si je me souviens bien. Ouais, la répute est assez bonne, la livrabilité aussi, et je n'ai pas envoyé trop de mails trop d'un coup. J'ai fait crescendo, donc j'ai fait un warm-up de mon mail, et j'utilise pas le mail principal pour faire mes envois. Donc ça, normalement, tout est bon. Ok, donc effectivement, ça, c'est bien. Mickaël est un bon élève là-dessus. Mais ouais, c'est à prendre en compte quand vous prospectez par email, le volume et la délivrabilité de manière générale. Donc là, du coup, ce que Mickaël va pouvoir continuer de faire s'il met un lien, il y a un petit paramétrage qu'on appelle le Custom Tracking Domain. En fait, quand vous envoyez un email, vous avez un Sending Domain. Et quand vous traquez les liens, vous avez un Tracking Domain. Par défaut, votre Sending Domain, c'est celui de l'email que vous avez paramétré. Et le Tracking Domain, c'est celui de la grosse machine. Donc, il faut que vous paramétriez le Custom Tracking Domain pour que ce soit le vôtre et que vous ayez le Sending Domain et le Tracking Domain qui soient le même. Parce que sinon, en ayant cette différence, ça peut envoyer un mauvais signal côté destinataire. Et les boîtes mail destinataires, elles n'aiment pas du tout et ça peut vous faire partir dans les spams directs. Donc ça, c'est une petite pratique. Et ça, Mickaël, normalement, l'avait déjà fait. C'est vraiment dans les settings, vous avez Custom Tracking Domain. Voilà, il a pris le temps de le setup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire si ce n'est pas encore le cas sur vos paramétrages email. Et je vois que du coup, Mickaël est en train de taper, mais une question qui peut intéresser d'autres. Oui. Donc, je me permets de la dire à l'oral. On lui pose la question, est-ce que tu utilises une autre URL pour envoyer tes emails ? Et donc, Mickaël explique qu'en effet, il utilise le domaine de Scriptcast pour ses emails et l'app étant .com, scriptcast.fr pour les emails. C'est ça, tu as créé un nom de domaine légèrement différent dédié à la prospection. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Effectivement. Ça, c'est une possibilité si vous voulez vraiment protéger à tout prix votre premier nom de domaine. Parce que c'est vrai que si vous avez une stratégie de email un peu plus poussée, le risque sur le long terme, si vous poussez un peu, c'est que vos emails n'arrivent même plus chez vos propres clients. Parce que du coup, tout le domaine, tous les gens qui l'utilisent, ça peut impacter. Alors, ça arrive quand même pas si souvent que ça. Il faut vraiment avoir poussé, être beaucoup tombé dans les blacklists, il faut avoir été dans les spams, il faut quand même avoir bien poussé. C'est-à-dire que si vous respectez les recos de manière générale et les limites qui sont dans l'app de LGM, que vous restez dans ces limites-là, normalement, vous n'avez pas ces soucis-là. Mais parfois, vous héritez d'un domaine, malgré vous, aussi, qui n'est pas hyper clean. Hein. Donc, ça peut aussi être dans ces cas de figure-là. Mais oui, c'est une possibilité, créer 2 domaines, du coup, un dédié à la prospection et un plus générique pour le travail en équipe. Effectivement, c'est une possibilité. C'est plus clair, du coup, c'est bon ? Ok. Donc, sur ce deuxième email, on l'a dit, le restructurer un peu. On a parlé des liens, la signature. Tac, tac, tac. Et du coup, sur le dernier email, tac. Donc là, c'est un peu mieux du coup, parce que je n'ai pas eu de réponse à mes précédents emails. Bon, c'est vrai, du coup. Là, tu mets cette fois-ci ton lien de démo. Donc là, il y a 2 petites choses. Le mettre à la fin, déjà, c'est mieux que sur le premier. Hein. Ça y est, maintenant, c'est bon. On est au clair là-dessus. Bien mettre le lien pour de vrai. Du coup aussi, parce que pareil, en fait, je me rends compte que ça manque. Donc, bien penser à le mettre. Et pour ceux qui veulent vraiment mettre un lien de calendrier, parce que dans certains sujets, c'est pas une mauvaise chose de mettre un lien de rendez-vous non plus. C'est juste pas le premier message quand même. Et par contre, il y a un petit truc, Mickaël, je crois. Quand les gens bookent un rendez-vous avec toi, qu'est-ce qui se passe ensuite dans LGM ? Est-ce que tu arrêtes ta séquence ? Comment tu fais ? Ouais, quand il y a une réponse, ça arrête la séquence. J'ai rien fait de plus pour le moment. Le but après, ça sera de faire des choses plus intelligentes dans LGM ou avec des webbooks pour faire des synchros en externe ou dans LGM directement. Ok. Oui, parce que du coup, ça s'exploite très bien. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, et ça, attendez, vous verrez sur le site, on a ça, mais en fait, quand vous avez un Calendly, parfois les gens, vous savez, réservent
bookent un rendez-vous avec vous, mais ils ne vous répondent pas. Donc, LGM n'a pas l'information que la personne a déjà booké et continue d'envoyer des messages. Donc, ça vaut le coup d'automatiser éventuellement ça. Donc, quand il y a un rendez-vous de booké, alors changer le statut dans LGM à reply pour être sûr que, 1, la conversion est bien notée dans ta campagne et que 2, ils ne reçoivent pas de messages supplémentaires. Donc, c'est un petit truc qu'on peut faire avec Zapier ou avec d'autres outils, mais ça permet d'automatiser ça et d'éviter de recevoir des relances inutiles. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour ceux qui ont des objectifs de sign-up et pas forcément de prise de rendez-vous. Vous pouvez imaginer que une fois que la personne a sign-up, il faut bien que LGM soit au courant qu'elle a sign-up, ce qui fait que vous arrêtez les relances. Et vous pouvez même lancer une nouvelle séquence beaucoup plus personnalisée. Et ça pour toi aussi, Mickaël, puisque les gens aussi peuvent se servir. Hein, c'est aussi un peu du self-service, le Scribecast. Donc, tu les accompagnes dans un premier temps là, parce que c'est plus intéressant et que voilà, ta plateforme est en cours de développement. Mais quand tu es en self-service aussi, savoir qu'il y a quelqu'un qui est dispo pour t'aider si tu comprends pas tout, si tu as des questions, c'est hyper précieux. Donc, exploiter cette information de sign-up pour arrêter la séquence LGM et pour en lancer une du genre alors, ça se passe bien, je peux t'aider, ce qu'on fait un petit peu chez nous d'ailleurs. Clairement, c'est une stratégie chez LGM. Mais donc, voilà, c'est important pour ceux qui font du sign-up de penser à faire ça aussi sur le même système du Zap qui stoppe la séquence, voire en lance une autre. Ça peut être vraiment puissant sur ce genre de campagne. Ok, donc voilà, le lien et le Scribecast. Et du coup, sur ce dernier email, même conseil que sur les derniers messages de séquence. L'objectif, là, en fait, c'est d'obtenir un feedback. C'est de nouveau un email de rupture, donc ne pas oublier de mettre une petite question un peu ouverte sur, voilà, est-ce que c'est pas le timing, est-ce que c'est les gens, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, vraiment essayer de comprendre pourquoi la personne ne t'a pas répondu. Le dernier message, en fait, c'est un peu trop tard pour essayer de booker quand même un dernier rendez-vous, qu'il aille faire une visite. Là, l'objectif, ça va vraiment être de comprendre pourquoi il t'a pas encore répondu. Voilà, d'un point de vue très humain. Et voilà, et ça fait déjà pas mal de petites choses sur cette campagne. Une petite question de Paul qui dit « Je suis désolée, je n'ai pas compris comment arrêter la séquence en cas de prise de rendez-vous. » Oui, alors, en fait, ça se passe en dehors de LGM. Il faut créer une petite automatisation. Nous, la reco, c'est de passer par Zapier. Zapier, ceux qui connaissent pas, c'est un outil qui permet de connecter des outils entre eux. Et du coup, tu as un déclencheur. Le déclencheur, ça va être quelqu'un a booké un créneau sur ton Calendly ou sur ton outil de prise de rendez-vous. Ça va être vraiment le trigger, le déclencheur. Et l'action, ça va être de marquer le lead comme converti. Parce qu'en fait, sur les campagnes, quand le lead répond, il passe en replied et après, on peut les qualifier. Donc, tac, 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 voilà. Donc, ça veut dire passer le lead en… Ah oui, non, parce que tu les as tous qualifiés, pardon. Pardon, tu as très bien fait ton travail, Mickaël. Attends, on la refait. Voilà, on va mettre interested. Voilà, on peut travailler sur les tags. Donc, avec Zapier… je peux vous mettre le lien. Attendez, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je veux bien. Et il y a aussi, tac, j'ai trouvé un article blog également qui donnait un guide pour connecter. C'est ça. Ça peut être fait avec d'autres outils, mais l'idée, c'est que comme ça se passe en dehors de LGM, en fait, quand il book un rendez-vous sans répondre, LGM ne peut pas savoir. Donc, il faut lui donner l'info. Vous pouvez le faire à la main, hein, bien sûr, dès que quelqu'un book un slot. C'est gérable quand vous avez un petit volume. Si vous commencez à avoir pas mal de campagnes en même temps, c'est vite arrivé de louper l'info. Et honnêtement, si ça vous est arrivé, recevoir une relance quand on a déjà pris un rendez-vous, c'est pas toujours très grave, mais bon, ça fait moyennement pro. Voilà. Donc, et ça sent un peu l'automatisation, justement, ce qu'on veut éviter. Donc, je vous conseille bien de mettre en place un petit truc où vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Surtout que si vous êtes toujours sur du volume raisonnable, c'est pas très compliqué de le setup. C'est bon, vous avez bien tous vu le guide dans le chat, c'est bon ? Ouais. Ok. Ah oui, puis toi, tu as le guide complet sur tous les apps, effectivement. En fait, voilà, j'ai aussi un guide avec les 9 apps intéressants et celui de Calendly en fait partie. Ok, effectivement. Un petit peu incontournable. Mais c'est valable pour ceux qui ont des CRM, HubSpot pour la prise de rendez-vous ou d'autres outils. Hein. Ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà. Ok, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour sur comment on peut un peu améliorer ta campagne, Mickaël. Est-ce que tu avais encore des petites questions, des choses que tu voulais qu'on clarifie, que tu t'étais demandé ou tu voudrais qu'on reprenne ?
Là, franchement, c'est assez clair en termes de conseils, donc je n'ai plus qu'à les appliquer. J'ai bien noté de mettre une petite note d'invitation pour avoir un meilleur taux de conversion derrière, plutôt que conversation. Quoique la conversation va arriver aussi d'elle-même derrière. Mais voilà, les conseils sont assez clairs. Maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer pour affiner cette campagne et avoir de meilleurs résultats. Eh bien, écoute, parfait. Est-ce qu'il y a encore peut-être des questions? Alors, n'hésitez pas. Ouais, là, pour l'instant, il y en a pas eu d'autres. Mais n'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Gilbert est en train de taper quelque chose. Puis même, si vous Des questions pour Mickaël aussi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous voulez poser des questions. Bah, alors, du coup, il pose la question à Mickaël. Est-ce que tu as déjà testé du cold call? Pas du tout. J'aime pas trop. Et en plus, Scriptcast, c'est en side business. Donc, dans mes journées, je suis assez occupé en général. Quand j'ai pas le petit là qui m'embête en plus. Donc, c'est voilà. Comment ça, faire du cold call avec un enfant qui crie à côté, c'était impossible. Non, bah, là, c'est spécial. La nounou est malade. Du coup, j'ai le petit aujourd'hui. Mais en général, je suis plutôt à l'écrit quand même. C'est ça. Du coup, Mickaël n'a pas testé. En revanche, c'est quelque chose qu'il est possible de faire dans LGM. Parce que soit sur une approche pas forcément cold, mais vraiment sur du warm call, mais plutôt d'avoir un call en fin de séquence, c'est-à-dire que vous allez le voir dans les templates, pour ceux qui se poseraient la question, on peut intégrer le call. Donc par exemple, si on fait un LinkedIn email call, on peut imaginer qu'on appelle seulement une fois qu'il y a déjà quelques messages qui ont été envoyés. C'est-à-dire que vous ne faites pas un call vraiment complètement à froid. Par exemple, si la personne a déjà accepté votre invitation, reçu de messages, c'est un petit peu comme le premier email. En fait, c'est juste un petit rappel. Il a quand même donné un signal d'intérêt. Vous l'appelez. Normalement, il a vu votre visage. Donc, si les délais sont pas hyper longs, ça vaut vraiment le coup de faire une tentative d'appel. Et LGM, quand vous avez la tâche de call, ce que ça fait, c'est que la séquence se met en pause tant que la tâche de call n'a pas été réalisée. Et elle va apparaître ici dans votre onglet tâches. Vous savez que vous avez telle personne à appeler de telle campagne, les messages qu'elle a reçus avant. Et la séquence se met en pause tant que vous n'avez pas fait le call. Et une fois que vous avez fait le call, soit vous avez réussi à l'avoir. Donc, du coup, vous dites à LGM, il est intéressé, il n'est pas intéressé. Vous qualifiez votre lead et la séquence s'arrête pour lui. Ou vous n'avez pas réussi à l'avoir et à ce moment-là, la séquence va continuer d'elle-même parce que vous aurez réalisé la tâche. Mais effectivement, je comprends, Mickaël, l'approche à froid, c'est pas forcément l'approche avec laquelle on est le plus à l'aise. Parce que c'est un métier et c'est pas facile. Moi, franchement, je suis hyper admirative. Une bonne partie de mes clients font du cold call et je trouve qu'un outil comme LGM est hyper complémentaire justement parce que juste à froid avec rien d'autre, c'est un sacré défi. Qui aime l'adrénaline pour ça et qui aime bien rentrer dans le dur. Mais j'avoue que c'est une approche qui est un peu moins intéressante quand on a la possibilité d'avoir comme ça du multicanal. Après, il y a d'autres types de séquences. Je crois qu'on en a quand même une qui doit inclure le call en premier à ce moment-là. Non, tu vois, non, effectivement, c'est bien l'approche dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire non. Le call, une fois qu'on a envoyé des messages, et pas dans le dur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Je vois qu'on a aussi une question qui demande quel est le bon taux d'acceptation LinkedIn après y avoir une note perso. Alors, le taux d'acceptation, en fait, dans vos stats, vous allez voir ce qui est pas mal, c'est que vous avez déjà un peu de quoi des petits points de repère. Donc, par exemple, les taux d'acceptation, quand nous, on avait fait le test avec Sword Voice, le taux d'acceptation avec note, il était à 27 ou 28%, ce qui est un peu moins que sans note. Là, Mickaël, c'est pas mal, il a un bon taux d'acceptation à 35%. Et nous, on considère que c'est la moyenne haute. Vous voyez, vous avez un benchmark directement dans les stats. Et ça vous donne un accès directement aussi à tous les petits tips qu'on donne pour les améliorer de manière générale. Mais du coup, à partir de 30, ça devient le 30, c'est vraiment la moyenne. Si vous êtes vraiment beaucoup en dessous, il y a vraiment quelque chose à faire. Et si vous êtes bien au-dessus, bravo, vous avez vraiment bien fait le job. Sachant que sur les demandes d'ajout, il y a aussi des petits facteurs parfois un peu injustes, du genre, c'est un fait, les femmes ont un taux d'acceptation plus haut que les hommes sur LinkedIn. Voilà. Par exemple, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs facteurs. Mais de manière générale, ça peut toujours s'améliorer. Et c'est à peu près 30% la moyenne à ajuster. Ça répond bien. Oui, c'est très clair. J'ai également partagé la fiche qu'on avait faite, tu sais, avec les fiches pour se benchmarker
selon les use cases. Donc, vous avez plein de stats par use case recrutement, use case lead gen, etc., qui permet de justement vous situer et avec à chaque fois aussi des quick wins et des tips pour pouvoir améliorer ces statistiques. Donc, c'est dispo, hein, vous avez juste, c'est notre Notion, vous avez juste à cliquer, donc n'hésitez pas à aller regarder aussi vous, où vous vous situez par use case pour toutes ces choses-là. C'est ça. Et c'est vrai que pour Mickaël, dans son cas sur les stats, on l'a vu, il est sur une cible où en fait ils sont plus réactifs sur LinkedIn, donc il faudra quand même bien privilégier LinkedIn, et l'email seulement en backup. Et donc du coup là, vraiment essayer de travailler pour encore un meilleur taux de connexion, certes, mais aussi de conversion derrière sur la prise de rendez-vous. Voilà. Ok, écoutez, moi j'ai l'impression qu'on a quand même fait un bon petit tour. En tout cas, sachez que c'est un type d'événement qui va se répéter. Donc il y en aura d'autres. Donc guettez l'appel à candidature. En général, si ça commence sur Playground, raison de plus pour y aller, n'est-ce pas, Héloïse? Oui, complètement. Voilà, on commence l'appel à candidature là-bas et après un peu plus large éventuellement. Mais il y a vraiment un petit effet d'annonce j'allais dire en prime time, non. Pardon, je perds mes mots. Alors, oui, en avant-première. En avant-première. J'allais dire en Comme ça peut permettre de shotgun, parce que si on trouve le candidat idéal dès le début, hop, on le garde et on l'a trouvé que sur Playground. Voilà. Donc, exactement. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Je ne sais pas encore la fréquence exacte, mais ce sera peut-être moi, ce sera peut-être un autre client partner, mais voilà, vraiment, ça va se répéter, n'hésitez pas. Trop bien. Et un grand merci aussi à Mickaël qui s'est prêté au jeu, malgré aussi les conditions pas simples, et d'avoir déjà soumis sa candidature et en plus d'avoir accepté qu'on la décrypte et de passer sur le grill en live. Donc, merci pour ça et j'espère que ça a apporté de la valeur à un maximum de personnes aussi. Voilà. Ouais, et en tout cas, un grand merci. Un grand merci à toi. Mais oui, merci d'avoir prêté ta séquence. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est que maintenant, on va suivre. Hein. Donc, dans un mois, on le refera peut-être pas en live, mais on regardera ensemble où t'en es et ce que ça a donné. Donc, oui, ça serait super intéressant, peut-être sous le replay, dans Thread, de documenter, après avoir mis les optimisations en place, les effets observés. M+1, M+2, les explorations sur une campagne dupliquée avec les choses prises en compte. Ouais. Effectivement. Et voilà, on va améliorer en live le process, c'est parfait. Ouais, trop bien. Écoutez, le replay sera mis en ligne. Je m'y engage cet après-midi et ce sera sur le Playground dans la partie ressources vidéo. Et on peut continuer à débattre et également à échanger sur le process et l'approche, bien évidemment, là-bas. Donc voilà, un grand merci Catel d'avoir fait cet exercice et c'était super aussi de collaborer avec toi. C'est notre premier live interteam, donc trop cool. Et un grand merci à tous aussi dans le chat. Vous avez posé plein de questions hyper intéressantes et je vois que ça vous a plu, donc je suis super contente. Et voilà, je vous dis bon appétit. À très bientôt à tous et bonne journée. À une prochaine. Au revoir.